Bonjour à tout le monde. On est parti un peu en retard, fait qu'on va essayer de juste faire 45 minutes, pas en faire 50-55. Mais blague à part, juste pour vous faire un peu un topo de la présentation aujourd'hui. OK? Vous vous rappelez, l'année dernière, il y a une conférence complète que Jim, Jonathan, Valérie et moi avions donnée, puis il y a un texte qui vient avec. Donc aujourd'hui, essentiellement, on ne fera pas le tour en détail de toutes les règles, mais on va faire un rappel global. Il y a eu des changements qui ont été apportés depuis l'automne dernier. OK? Fait qu'on va porter une attention particulière à ça. On va parler évidemment des impacts de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital. On va aller plus loin dans les fiducies. Volontairement, l'année dernière au Congrès, on n'avait pas abordé les fiducies. On avait dit qu'il y avait des problématiques parce qu'on avait une contrainte de temps un peu comme on a aujourd'hui. Okay? Donc, là, on va aller un petit peu plus loin dans les problématiques qui sont liées à l'IMR et les fiducies. On va parler de récupération. Puis là, si on a le temps, il y a pas on ne l'a pas mis dans les sujets à aborder. On va parler aussi de la question des donations et de l'IMR. Il y a les dons de sociétés privées qui ont été abordés ce matin. Okay? Fait que, on va prendre aller plus vite sur ce bout-là, mais aussi les dons de sociétés cotées en bourse. Puis vous allez voir aussi, on va faire un petit parallèle entre la façon dont marchent les règles d'IMR au Québec par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du Canada, parce qu'il y a quand même des bonnes différences. Okay? Donc, c'est important de regarder ces éléments-là. Fait que Jim, je te passe la parole. Merci, Jean-Raymond. Donc, comme Jean-Raymond disait, c'est notre troisième conférence en dedans d'un an qu'on fait sur le sujet. Il y a eu au congrès de l'APFF l'année dernière et au colloque sur les fiducies en février. Donc, ce qu'on va commencer, c'est quand même rentrer dans le détail avec les exemples. On va faire un bref retour sur les règles, puis en mettant l'emphase, évidemment, là, sur ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on a présenté là, au mois de février. Alors, juste si on fait vraiment un bref retour historique, dans le fond, l'impôt minimum, c'est un régime qui a été introduit en 1986, donc il y a environ 40 ans, dans un objectif d'accroître l'équité du régime fiscal en s'assurant que tout le monde paye sa juste part. Il y a eu pendant tout ce temps-là très peu de changements au niveau de l'impôt minimum jusqu'à, dans le fond, les changements qui ont été annoncés dans le budget l'année dernière. Les annonces qui ont été faites dans le budget, dans le fond, ce qui est important de mentionner, c'est que ça a fait l'objet du projet de loi C-69 qui a reçu la sanction royale au 20 juin. Donc, toutes les mesures à peu près qu'on va parler aujourd'hui sont en vigueur, sauf il y a eu de nouvelles modifications légères, importantes, dans le fond, qui ont été faites dans le cadre des propositions législatives, là, en même temps que le gain en capital au mois d'août, dont on va traiter aussi aujourd'hui. Donc, qui est assujetti à ça, l'impôt minimum? Bien, essentiellement, c'est les particuliers. Les sociétés ne sont pas assujetties. Donc, ça, c'est la grosse exception. Sinon, les individus le sont, à l'exception de l'année du décès et en cas de faillite. La plupart des fiducies sont également assujetties, pas toutes. Il y a certaines exceptions lors du 21e anniversaire des fiducies. Une nouveauté, dans le fond, depuis 2024, c'est les successions assujetties à l'imposition à taux progressif qui sont maintenant exclues de l'impôt minimum. Et ce qu'on a mis en jaune, ça, c'est dans le fond un des changements de cette année, là, depuis qu'on avait fait notre dernière conférence. Là, les fiducies collectives des employés sont maintenant exonérées de l'impôt minimum. Comment ça se calcule, l'impôt minimum? Sommairement, dans le fond, c'est une formule qui est là, composée par les éléments A, B, C, D, qui ont chacune un paquet de composantes en arrière de tout ça. Mais sommairement, c'est que c'est un taux de base sur lequel on applique un revenu imposable modifié. On va voir certaines là, des principales composantes de ce revenu imposable modifié-là, duquel il y a une exemption duquel on soustrait du revenu imposable modifié. Puis ça, c'est un des gros changements de cette année. Puis duquel, après ça, une fois le calcul est fait, il y a certains crédits d'impôt là, qui viennent réduire le calcul d'impôt minimum. Puis ça aussi, il y a eu quand même beaucoup de changements cette année. Donc, au niveau du taux de base, le changement qui a eu lieu, c'est que dorénavant, depuis 2024, le taux de base, autant au fédéral qu'au provincial, ce qu'on considère, c'est la deuxième tranche d'imposition. Donc, un taux de 20,5 au fédéral avant abattement, ce qui donne 17,12 pour les résidents du Québec. Et au niveau de l'impôt provincial, ça donne un taux de 19 %. C'est quand même une hausse de près de 10 % versus le taux d'impôt minimum. Donc, vous pouvez voir que quand on est assujetti à l'impôt minimum, bien, le taux d'imposition qui s'applique est beaucoup plus élevé. On va le voir, dans le fond, un des objets qu'on veut traiter dans la conférence, c'est
On est tout près de l'Ontario, donc je ne sais pas si on a des amis ontariens dans la salle, mais on va faire un parallèle, dans le fond, des comparaisons avec ce qui s'applique au niveau de l'Ontario, puis vous allez voir, il y a des grosses différences. Le fait qu'il y ait un régime distinct au Québec, ça fait que lorsque l'impôt minimum s'applique, ça va frapper beaucoup plus fort au Québec qu'en Ontario, par exemple. Donc, comme je disais, maintenant qu'on a vu, dans le fond, c'est quoi le taux d'impôt qui s'applique dans le calcul de l'impôt minimum, bien, le point de départ pour le revenu imposable modifié, c'est qu'on part vraiment du revenu imposable de base qui est établi là, aux fins de l'impôt régulier, duquel il y a différents ajustements qui sont faits. On ne les passera pas tous en détail, on va juste y aller avec les principaux. Donc, au niveau des dividendes, la façon que ça fonctionne, c'est que le dividende est calculé sans les règles spéciales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majoration. On enlève la majoration, on enlève le crédit d'impôt qui s'applique. Donc, les dividendes sont inclus au fin du calcul du revenu imposable modifié au même titre que des revenus d'intérêt, revenus de salaire. Puis tout comme l'impôt régulier, dans le fond, les dividendes en capital, les CDC, ne sont pas inclus. Un autre gros changement nouveau de cette année, c'est le gain en capital. Auparavant, c'était à 80 du gain en capital qui était inclus là, dans le revenu imposable modifié. Maintenant, le gain en capital régulier est inclus à 100 quand on parle de gains sur des dons de titres cotés en bourse ou au niveau de la réclamation de DGC, bien, ces gains-là sont inclus à 30 Le texte qui est en jaune, dans le fond, ça, c'est un changement qui découle là, des propositions législatives du 12 août. Là, il y a vraiment un changement à deux niveaux au niveau des actions accréditives. Le premier, c'est dans le calcul du gain en capital, dans le fond, qui est inclus là, aux fins de l'impôt minimum. Là. Dorénavant, là, c'est ce qu'on appelle le gain réel, là, dans le fond, qui excède le gain réputé, là, calculé selon le paragraphe 42 de la loi. Au niveau des options d'achat de titres, dans le fond, l'ajustement dans le calcul du revenu imposable modifié fait que c'est 30 de l'avantage, dans le fond, qui doit être inclus dans le calcul du revenu imposable modifié. Je vous avais dit qu'il y avait deux changements concernant les actions accréditives. Là, il y avait comment que le gain est inclus au fin du revenu imposable modifié. L'autre élément, c'est que dans le fond, dans les propositions législatives du mois d'août, c'est qu'on prévoit éliminer, dans le fond, l'ajustement qu'on devait faire au niveau là, des dépenses qui excédaient les revenus. Puis, dans le fond... Et pour ça, il y a des gens qui se sont posés la question, c'est venu d'où ce changement-là ou cette proposition-là? Parce que manifestement, ça va un peu contre l'esprit des règles de l'impôt minimum de remplacement. Mais nous, en parlant aux acteurs de marché, parce que c'est des choses qu'on fait chez BGY, c'est qu'il y a l'objectif de cette mesure-là, c'est de faire rentrer des capitaux dans les compagnies d'exploration minière qui font des activités d'exploration ou d'aménagement. Puis la réalité terrain, la réalité financière, c'est que dans la classe d'actifs, à cause des nouvelles règles, il y a manqué de capitaux. Donc, le gouvernement, d'un côté, donne des nouveaux crédits d'impôt à l'investissement, veut inciter les gens à investir là-dedans, puis il était venu tirer la couverte en dessous des pieds des minières en disant, bien, on va pouvoir faire des tickets qui sont moins gros. Donc, ça a beaucoup complexifié les choses. Fait qu'il manque de capitalisation, puis à un point tel qu'on sait qu'en ce moment, il y a des émetteurs qui attendent que les règles entrent en vigueur pour faire des émissions, parce que les autres, ils ne veulent pas avoir trop de souscripteurs. Ça prend des montants qui sont plus importants. On parle de capitalisation très, très importante, des projets miniers qui vont être porteurs au niveau canadien. Donc, c'est vraiment venu du fait que le programme marche pour inciter les gens à investir dans cette classe d'actifs-là, puis il y a une ouverture des autorités fiscales pour ça. Puis ça a vraiment été démontré. D'ailleurs, depuis le début de l'année, au Québec, il y a quand même eu des émissions. Au niveau national, il y a très, très peu d'émissions, puis les volumes sont très, très faibles. Okay? Puis il n'y en a pas ou presque pas, mais avec ces mesures-là, il y en a qui sont en discussion pour des montants très importants, là, plusieurs centaines de millions. Donc, il y a vraiment un motif économique ou macroéconomique réel en arrière de ce changement-là fiscal. OK. Dans le fond, on a regardé ce qu'on devait ajouter. Au niveau des déductions, aux fins du calcul du revenu imposable modifié, bon, les particularités, c'est qu'il y a plusieurs déductions qui sont refusées à 50 %. Il y en a qui peuvent avoir... C'est un effet assez mineur, dans le sens que ce n'est pas ça qui va générer de l'impôt minimum en soi, mais combiné, entre autres, aux autres ajustements qu'on a fait, on a vu au niveau du revenu, bien, ça peut venir, dans le fond, augmenter l'impôt minimum applicable. Je vais porter à votre attention, dans le fond, la principale sur laquelle on va traiter aujourd'hui, c'est la première dans celles qui sont refusées à 50 %. C'est les intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de bien.
Le bout en jaune, c'est ce qui a été rajouté. Dans le fond, c'est ce qui est proposé là, dans les propositions législatives du mois d'août. C'est aussi ajouter le fait que les honoraires versés à un conseiller en placement, dans le fond, vont être refusés à 50 aux fins du calcul du revenu imposable modifié. Puis on va le voir dans nos exemples plus tard, ça a particulièrement un impact au niveau des fiducies. Puis la raison que ça va avoir un impact au niveau des fiducies, bien, c'est beaucoup relié aux fins de l'exemption. Comme je vous disais, dans le fond, il y a un seuil à partir duquel on ne paye pas d'impôt minimum parce qu'on a droit à une exemption. Auparavant, l'exemption était de 40 000. Maintenant, elle a été augmentée, si on prend les deux paliers de gouvernement, au taux de 175 000. Donc, il y a une beaucoup plus grande partie du revenu imposable modifié sur lequel on n'a pas d'exemption, sauf pour les fiducies. Parce que les fiducies qui sont assujetties à l'impôt minimum, si on exclut les fiducies admissibles pour personnes handicapées, n'ont pas droit à une exemption. Donc, ça fait qu'au premier dollar de revenu imposable modifié, ils sont assujettis à l'impôt minimum. Puis, les exemples dont on traite dans notre présentation vont faire ressortir ce fait-là. Au niveau des crédits d'impôt, comme je disais, il y a des crédits d'impôt, dans le fond, qui sont admissibles aux fins de l'impôt minimum. Il y en a très peu qui le sont à 100 les crédits d'impôt pour dons de bienfaisance, initialement, c'était prévu qu'il y avait la moitié des crédits qui étaient refusés aux fins de l'impôt minimum. Mais dans les changements, c'est un changement qui avait été annoncé dans le budget là, de 2024. C'est pour faire en sorte de réduire, dans le fond. Fait qu'au lieu que ce soit la moitié du crédit de don de bienfaisance qui soit refusé, c'est juste 20 dorénavant. Donc, l'effet, on a aussi des exemples là-dessus. Là, ça fait tout un effet là, au niveau là, du calcul. Puis, dans le fond, il y a un paquet de crédits d'impôt de base là, qui sont refusés à 50 là. Je ne les passerai pas tout en détail, là, mais c'est la plupart là, des crédits d'impôt de base qui s'appliquent aux particuliers. Un changement intéressant, dans le fond, qui a été annoncé aussi en 2024, c'est que, dans le fond, tout ce qui est crédit d'impôt pour contribution politique fédérale, crédit d'impôt à l'investissement, crédit d'impôt pour fonds de travailleurs, initialement, c'était des crédits qui étaient perdus, dans le fond, quand l'impôt minimum s'appliquait. Un changement, dans le fond, de cette année, c'est de prévoir, dans le fond, qu'ils vont être reportables. Fait que même si ils ont un effet là, lorsque l'impôt minimum s'applique, bien, au moins, il va y avoir une possibilité de les utiliser dans le futur, ce qui n'était pas le cas avant. Si on fait un petit parallèle, on a une autre présentation demain matin au niveau de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital. On va voir, dans le fond, sommairement, l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital a vraiment un effet aux fins de l'impôt minimum, dans le sens que l'impôt minimum s'applique beaucoup moins, là, compte tenu de la hausse du taux d'inclusion prévu. Donc, si on rentre dans le détail des taux, avant de voir les exemples, on voit, dans le fond, la première colonne qui est le taux d'inclusion à 1,5, dans le fond, donc ce qui s'appliquait avant le 25 juin. On voyait qu'aux fins fédérales, dans le fond, pour un gain sur lequel la déduction pour gain en capital n'était pas réclamée, avec l'augmentation du taux d'impôt minimum dont je parlais plus tôt, ça faisait qu'il y avait un écart. Donc, le taux d'impôt minimum était plus élevé que le taux d'imposition marginale, compte tenu que le gain était imposable à 50 %. Fait que on était dans une situation de se créer de l'impôt minimum au niveau fédéral. Maintenant, compte tenu que le taux d'inclusion a augmenté à 2/3, dans le fond, fait que pour cette portion-là, l'impôt régulier est maintenant plus élevé que l'impôt minimum. Donc, étant donné cette hausse-là, il n'y aura pas d'impôt minimum qui peut être créé juste là-dessus au niveau d'un gain en capital au niveau fédéral. Par contre, quand on regarde au niveau du Québec, c'est ça que je vous disais tantôt, la différence, c'est qu'au niveau de l'Ontario, il n'y a pas un régime distinct. Donc, c'est un calcul, dans le fond, le taux d'impôt qui s'applique en fonction de l'impôt minimum au niveau fédéral. Donc, si on n'en a pas au fédéral, il n'y en aura pas en Ontario. Tandis qu'au Québec, le fait d'avoir un régime distinct, puis avec dans le fond, les mécanismes qui ont été prévus, bien, dans les deux cas, on se retrouve que le taux d'impôt minimum est plus haut que le taux d'imposition marginal applicable, qu'on parle d'un taux d'inclusion du gain à 1/2 ou à 2/3. On a fait quelques exemples, donc juste pour vous démontrer, dans le fond, si on parle ici d'un gain en capital de 10 millions avec aucun autre revenu, quand on avait un taux d'inclusion à 50 %, donc soit pour la première partie, dans le fond, de 2024,
on avait, dans le fond, un impôt minimum combiné fédéral-Québec de plus de 900 000 qui s'appliquait. Puis maintenant, on est rendu, comme je vous disais, avec les différences de taux, on parle juste de 172 000 au Québec. C'est quand même un certain montant, mais c'est beaucoup moins qu'auparavant. Puis il n'y en a pas au niveau fédéral. Donc, le tableau que vous voyez à gauche, ça ressemble beaucoup au tableau qu'on a présenté l'an passé au Congrès 2023. On avait fait des projections en fonction de l'inflation. On avait estimé l'augmentation en fonction des paliers d'imposition. On ne s'est pas trompé de beaucoup. Si vous regardez nos tableaux 2023, les projections 2024, ça ressemble pas mal à ce que vous voyez à gauche. L'exemple que Jim vient de montrer, c'est le premier en haut. Donc, un gain capital de 10 millions avant le 25 juin. Et depuis le 25 juin, si on prend en considération un taux d'inclusion à 2/3. Donc, comme on le mentionnait l'an passé, et encore jusqu'à cette année, jusqu'à cet été, on avait de l'IMR sur du gain capital au fédéral et au Québec. Et vous voyez le montant d'IMR en fonction des différents montants de gain en capital. D'ailleurs, vous voyez en bas le point mort. Donc, à partir de quel montant, si on a uniquement du gain capital, non admissible à la DGC, si on a uniquement du gain capital, à partir de quel montant de gain en capital commence-t-on à payer de l'IMR? Donc, on voit le point mort fédéral-Québec qui se ressemble un petit peu. Depuis le 25 juin, donc, si on prend en considération un taux d'inclusion à 2/3, qu'est-ce qui se passe? Bien, comme on le mentionnait, l'IMR fédéral, vous n'en avez plus. Hein, vous avez vu la mécanique mathématique. Donc, mathématiquement, il n'y en a plus. Au niveau du Québec, bien, vous allez en avoir quand même, parce qu'on a un régime complètement distinct. Donc, vous voyez que les sommes sont quand même conséquentes. Là. Hein, on n'a plus d'IMR au fédéral, mais on en a au Québec. Et Jean-Raymond va nous démontrer que cette réalité-là est encore plus forte quand on se compare avec l'Ontario. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux changer de diapo. Ouais, ça, puis là, vous le voyez. T'sais, là, c'est un taux combiné. Évidemment, ça se calcule de façon distincte aux deux paliers, mais juste pour donner une idée de l'illustration, de l'impact que ça peut avoir. Si on regardait avant, on avait déjà une bonne création, puisqu'on voyait dans les tableaux combinés, on créait beaucoup de diamètres au Québec. À l'Ontario, on en avait un peu quand c'était un taux d'inclusion à la moitié, à peine, 0,63. Mais avec 2/3, OK, vous le voyez ici. Au Québec, on continue à en créer un peu, mais en Ontario, on n'en crée pas. Puis, on va voir plus tard dans la présentation aussi que ça a d'impact, évidemment, au niveau de la récupération, OK, future. Fait qu'il y a comme une double pénalisation. J'ai un montant de diamant plus gros, j'ai moins de capital au travail, puis mon gain capital futur, s'il est important, en Ontario, à côté, je peux en rattraper. Puis, on se remet du côté de Gatineau aujourd'hui, bien, il n'y a pas de récupération potentielle. Je vais aller à la prochaine diapositive. Ici, on s'est juste concentré sur la portion provinciale, l'IMR Québec par rapport à l'IMR Ontario. Okay? On voyait le point mort, qui était à peu près le même, évidemment, mais après ça, il y avait des différences déjà importantes au taux d'inclusion à 50 okay? C'est des écarts qui sont majeurs en termes de dollars. Pour les ventes qui ont été faites avec le taux d'inclusion aux 2/3, bien là, vous voyez, du côté ontarien, il ne se crée plus d'IMR dans ces transactions-là qui sont importantes. Il n'y en a jamais. Okay? Alors que au Québec, à partir de 615 000, on va commencer à créer de l'IMR. Les montants ont réduit fortement, ce qui est une bonne nouvelle, mais il demeure qu'on crée de l'IMR pour des montants de transactions qui sont plus importants, alors que ce n'est pas le cas de l'autre côté de la frontière. Puis ça vient purement de la façon dont on calcule le taux d'IMR dans le reste du Canada, parce qu'on a pris l'Ontario, c'est nos voisins, puis on se dit on est à Gatineau aujourd'hui, c'est le fun de prendre la province d'à côté. Okay? Mais partout ailleurs au Canada, le calcul de l'IMR, c'est le provincial, c'est le tiers, le taux, c'est le tiers du taux de l'IMR fédéral. Okay? Au Québec, bien, ils ont pris le même palier. Okay? Fait que peut-être qu'il y aurait lieu, dans les moutures finales du Québec, parce qu'on n'a toujours pas de projet de loi provincial, d'avoir une certaine réflexion en disant bien, ça serait le fun d'éviter une situation comme ça où on crée l'inéquité fiscale entre les contribuables québécois et ceux de l'Ontario et du reste du Canada. Là, je vais passer la parole à Jim. Là, on va tomber dans les questions de déduction pour gain en capital. Oui. Donc, déduction pour gain en capital, essentiellement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de changement dans le fond avant et après parce que on le sait, on l'a vu tantôt, dans le fond, qu'on soit à 1/2 ou 2/3 de taux d'inclusion au fin de l'impôt régulier, quand on parle de gains sur lesquels on réclame la DGC, bien, c'est 30 du gain qui est inclus au niveau de l'impôt l'IMR. Puis si c'est un gain qui est complètement exonéré, bien, qu'on soit à 1/2 ou 2/3, il n'y a pas d'impôt régulier qui est payable. Donc, l'écart de taux net que ça donne dans les deux cas, c'est 5,14 pour un résident du Québec. Au niveau fédéral, au niveau Québec, c'est un peu le même principe. Puis dans ce cas-ci, l'écart est encore là un petit peu plus grand, on est à 5,7. Fait que combiner les deux ensemble, là, on est à pas loin d'11 là.
Donc, un autre exemple, on a vu l'exemple tantôt, notamment avec un gain de 10 millions qui n'était pas admissible, sur lequel il n'y avait pas de DGC de réclamer, ce que ça donnait comme résultat. Un exemple qu'on a voulu démontrer, c'est si on fait un gain en capital d'1 250 000 qui est admissible à la DGC. Donc, comme vous le savez, avant le 25 juin, le montant de DGC maximal était plafonné à 1 836 000. Puis avec les propositions qui ont été faites là, au niveau les changements au niveau du taux d'inclusion du gain en capital, bien, il y a eu l'annonce d'augmenter l'exonération du gain en capital, dans le fond, à 1 250 000. Fait que, pour vous montrer, dans le fond, ce que ça donne au niveau de calcul d'impôt pour un résident du Québec, c'est que si on parle d'un gain d'1 250 000 avant le 25 juin, bien évidemment, dans le fond, si vous regardez au niveau de l'impôt minimum, il y a plus d'impôt minimum qui s'appliquait au niveau des règles, tant au niveau fédéral que Québec. Puis ce que ça faisait, c'est qu'étant donné que la déduction pour gain en capital était moins grande, mais on se retrouvait qu'on avait aussi un bout d'impôt régulier qui s'appliquait, dans le fond, 33 000 combiné fédéral-Québec là, sur la différence là, entre le 1 250 000 et le 1 16 000. Ce qui fait que, malgré tous ces changements-là, dans le fond, on a environ un 60 000 de moins d'impôts payables là, sur un gain d'1 250 000. Fait que le fait d'avoir bonifié l'exonération, malgré l'augmentation du taux d'inclusion à 2/3, puis le calcul de l'impôt minimum, c'est quand même bénéfique. Quand on compare l'impôt minimum, par contre, comme on disait, avec nos voisins de l'Ontario, bien, vous allez, un peu en lien avec ce que Jean-Raymond disait, vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence là, au niveau de l'IMR de l'Ontario, autant avant qu'après. Il y a beaucoup moins d'impôt minimum là, à payer pour un résident de l'Ontario pour le même gain. Donc, ça revient à l'exemple qu'on disait tantôt. Là, dans le fond, pour un gain d'1 250 000, bien, on voit que la différence, c'est un 59 000 à peu près là, de plus qui reste disponible là, à cause de l'augmentation là, de la déduction pour gain en capital. On va rentrer au niveau des fiducies parce que c'est quand même, comme on disait, c'est un point majeur. Vous allez voir, les fiducies sont très impactées par l'impôt minimum. Donc, comme on disait un peu plus tôt au début, les principales, dans le fond, la plupart des fiducies sont assujetties à l'impôt minimum. Il y en a seulement quelques-unes qui ne le sont pas. Puis la particularité au niveau des fiducies, comme on disait, c'est l'absence de seuil et le fait, surtout que, étant donné qu'il n'y a pas de seuil, donc dès qu'on a des frais financiers, des intérêts sur placement, des honoraires versés à des conseillers, ce qu'on voit quand même souvent au niveau des fiducies qui sont capitalisées avec un certain niveau de placement, le fait de ne pas avoir d'exemption du tout, là, ça fait vraiment un effet permanent au niveau de l'impôt minimum. Puis quand on pense à fiducie, on pense évidemment aux plus grosses transactions. On pourrait vouloir laisser du gain dans la fiducie, mais il faut aussi penser à tout ce qui est les fiducies testamentaires, okay, qui sont là, qui sont en place. Puis les montants ne sont pas nécessairement si gros que ça. Puis parfois, on a des contraintes dans les actes de fiducie. Des fois, c'est volontaire, des fois, c'est prévu à la loi, mais comme vous le savez, il y a des fiducies où on peut prévoir l'obligation de verser tous les revenus. Puis là, on va se retrouver potentiellement avec uniquement du gain dans la fiducie. Il y a des fiducies où on n'a pas la possibilité de distribuer les revenus avant un certain temps, par exemple pour les enfants mineurs, etc. Fait que parfois, on est pris avec une réalité de fiducies qui ont été créées ou par un décès ou qui ont été constituées avant. Fait que là, on va tomber dans la mécanique fiscale. Vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres. Je vais faire plus en détail le calcul de la mécanique de comment se calcule l'IMR dans le cadre d'une fiducie pour voir d'où vient la problématique. Puis on n'a pas pris des gros chiffres, puis c'est volontaire. Okay? Pourquoi? Pour démontrer que monsieur, madame, tout le monde est impacté. Ça ne prend pas une méga succession avec 10, 15, 20, 100 millions dedans. Les plus petites successions vont aussi être impactées par ça, potentiellement. Fait qu'ici, prenons un exemple okay? D'une fiducie qui a l'obligation de verser l'ensemble des revenus, mais qui ne peut pas verser le capital. Fait que si vous regardez la mécanique de calcul, comment ça marche, pour la fin de l'impôt standard ou l'impôt régulier, bien évidemment, j'ai mon 50 000 de revenus d'intérêt, j'ai mon gain en capital, inclus à 50 %, on est sur les anciennes règles. Donc, c'est les problématiques jusqu'au 25 juin. On va voir après qu'avec aux 2/3, ça amenuise l'impact, mais il y en a quand même un. Donc, pour ce qui s'est fait avant le 25 juin, on a attribué notre revenu d'intérêt. Fait qu'au niveau de l'impôt régulier, bien, on prend notre 50 000, inclus à 50 % bon, ça me donne à peu près là, 26 000 d'impôt. Quand on arrive à la façon dont est déterminé le revenu pour faire du calcul de l'impôt minimum de remplacement,
Okay? J'ai mon revenu d'intérêt, moins mon revenu d'intérêt attribué. Puis mon gain en capital, il est inclus à 100 Qu'est-ce qui se passe pour tous les gains en capitaux qui ont eu lieu avant le 25 juin dans une fiducie? Okay? Bien, vous le voyez. Pour les fins de l'IMR, mon calcul est à 100 000, mon taux est à 36,12. Fait que bien, je vais devoir payer de l'IMR. Okay? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Il n'y a pas de seuil. On n'a pas le choix, on est pris avec ça. Okay. Qu'est-ce qui se passe depuis le 25 juin? Okay. Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup amoindri l'impact. Okay? Parce que l'écart entre le taux régulier et le taux d'IMR est moins important. Fait qu'il demeure avec une problématique. Elle est moindre. Là, c'est sûr qu'on est sur 100 000. Si vous prenez des beaucoup plus gros chiffres, ben, le chiffre est plus important. Puis pour ces fiducies-là, l'autre élément, c'est qu'au Québec, on ne pourra jamais le récupérer parce qu'on va juste avoir du gain en capital année après année. Okay? Si on a l'obligation de distribuer l'ensemble des revenus. Okay? Fait que là, ben, on va être pris avec un IMR qui devrait être un impôt temporaire qui va devenir un impôt permanent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une situation qui est plus classique où on a un peu de frais de gestion? Okay? Juste pour voir la mécanique, puis là, vous allez voir qu'il se crée une distorsion, une double distorsion. On compte les frais de gestion uniquement à 50 Puis ensuite, dans la mécanique dont on calcule l'IMR, dont on calcule le revenu pour fin de détermination de l'IMR, il y a un peu un double effet. Okay? Quand on regarde ici, avec les nouvelles règles, on crée 100 000 de gains en capital. Inclus aux 2/3, ça nous donne presque 67 000 de revenus imposables. Qu'est-ce qu'on attribue aux bénéficiaires? Bien évidemment, on y attribue 56 000. Okay? On n'a pas le choix. Quand on se met du côté de l'IMR, qu'est-ce qui arrive? Je pars toujours de mon revenu 100 000. Mes frais de gestion sont reconnus à 50 j'enlève 5 000. Puis mon gain en capital attribué, la façon dont le calcul se fait, c'est qu'on prend le gain en capital imposable attribué, puis on le réinclut aux 2/3. Fait que 56 000 réinclus aux 2/3, ça donne 85 000. Fait qu'ici, j'ai une dépense de 10 000 de frais de gestion, puis je me retrouve à payer l'IMR sur la totalité de ce montant-là. Et c'est vraiment la façon dont est fait le calcul. On a donné une conférence où on abordait ces questions-là avec les anciens taux en février. On avait fait les commentaires à l'époque en disant bien, il devrait peut-être avoir un ajustement législatif pour éviter ce genre de problématique-là. Il y a des moyens techniques de le régler. On pense encore aujourd'hui que c'est des choses qui ne font pas de sens. Évidemment, la même mécanique pour l'intérêt. L'intérêt est à 50 aussi. Je ne vous repasserai pas le tableau, c'est exactement les mêmes chiffres, c'est la même mécanique. Maintenant, on peut aussi se retrouver dans des situations où on a un revenu imposable qui est nul. Okay? Pour toutes sortes de raisons, j'ai eu des charges d'intérêt dans l'année. J'ai uniquement le seul revenu qu'a perçu la fiducie, c'est un revenu d'intérêt. J'ai 10 000 de revenus, 10 000 de dépenses. Okay? La façon dont est fait le calcul d'IMR, encore une fois, s'il y avait un seuil, ça réglerait bien des problèmes, mais il y a d'autres façons de régler techniquement. J'ai 10 000 de revenus, ma dépense d'intérêt est reconnue à 50 J'ai 5 000 de revenus imposables ajustés pour mes fins de calcul de l'IMR. Fait que je me suis créé un IMR. Donc, je vais prendre du capital de la fiducie pour le payer, parce que je n'ai pas le choix, il est payable. Okay? Fait qu'on se crée de l'IMR dans un cas où on n'a même pas de revenus imposables, on n'aurait même pas d'impôt à payer par ailleurs. Okay? Fait que, bon, c'est pas très logique. Il y a la même logique, encore une fois, si on a des intérêts qui sont déductibles et des frais de gestion. On est dans un cas simple, on n'a pas de gain en capital. Okay? Vous voyez ici qu'on a une mécanique, puis là, si on a une combinaison des deux, okay? Fait que si on prend des instruments financiers qui génèrent de l'intérêt, qu'on a le malheur de le faire relever dans une fiducie, bien, vous voyez que là, la facture, elle augmente parce que je distribue évidemment mon 50 000. Puis là, j'ai deux dépenses qui sont reconnues uniquement à 50 fait qu'on augmente la création d'IMR. Est-ce que c'est logique, encore une fois? Bien, nous, on pense que non. Il n'y a pas de logique et de cohérence. Puis il y a des cas où on ne pourra pas nécessairement récupérer cette IMR-là dans la fiducie. Vous allez voir, c'est un thème qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui. Québec-Ontario. Qu'est-ce qui se passe dans les fiducies? Okay? Pour celles où on a uniquement du gain en capital. Au Québec, on n'a pas de récupération possible, okay? Parce que le taux du gain est inférieur au taux d'IMR. Du côté ontarien, bien, juste le gain en capital va nous permettre, à la limite, non seulement n'en créera pas, mais va permettre de le récupérer dans des situations où on aurait récupéré avec du gain en capital. Fait qu'on pas de création, mais en plus, on permet la récupération si on a eu à en payer pour toutes sortes d'autres raisons. Encore une fois, le fait d'avoir un écart de taux entre le Québec et l'Ontario dans un contexte de fiducie, la récupération de l'IMR créée, il va être plus gros, il va se créer dans plus de situations au Québec. Vous voyez que la récupération, avant, on était quand même proche. Aujourd'hui, on est à
un écart qui est quand même substantiel, important, puis c'est uniquement à cause de la formule de détermination du taux d'IMR. OK? Fait qu'on voit que la récupération va être plus difficile, puis là, on l'a mis par divers types de revenus. Je ne ferai pas le tour encore une fois, mais vous voyez que c'est un thème récurrent. C'est sûr que l'écart du taux d'IMR de base fait mal à la création, puis nuit à la récupération. Fait que j'ai potentiellement moins de capital au travail parce que j'ai payé plus d'IMR. Quand j'arrive pour le récupérer, bien, on me nuit parce que l'écart entre le taux d'IMR et le taux d'impôt régulier ou d'impôt standard est plus important en Ontario que ça peut l'être au Québec. Puis juste ici, pour faire un petit exemple, okay, avec du gain en capital. Bien, si vous voyez ici, quand on est dans un revenu imposable, on fait 100 000 de gain dans une fiducie. On a créé l'IMR au Québec. Si on est à 500 000, on en crée plus. Bien, du côté ontarien, non seulement on n'a pas créé, mais on en récupérerait quand même des montants qui sont intéressants. Fait que, encore une fois, si on veut avoir une certaine équité fiscale interprovinciale, ce qui serait important, ce serait peut-être un élément à réfléchir sur la détermination du taux. Fait que, je vais passer la parole à Jonathan pour la question des particuliers de la récupération. Oui, oui, effectivement, on s'est amusé avec l'IMR, donc deux concepts qui sont difficiles à rejoindre, l'amusement et l'IMR. Donc, on a regardé comment a évolué la récupération de l'IMR avec justement les différents changements de la dernière année. Ça a brassé pas mal le taux d'inclusion, l'augmentation de la DGC, tout ça. Donc, on a fait un parallèle avec l'an passé. On a fait une continuité. Donc, on a comparé pour 1 250 000 de gains en 2023 et en 2024, avant et après le 25 juin. Quelle était l'évolution de la récupération d'IMR? Donc, vous voyez qu'ici, on avait 76 000 d'IMR à récupérer en 2023 sur un gain de 1 250 000 sur lequel on prenait la DGC de l'an passé, là, de 971. Et on s'apercevait qu'on avait un IMR non récupéré après 7 ans de 30 000 si on avait un revenu imposable de 50 000 qui était composé à 50 d'intérêt, 10 de dividendes déterminés et 40 de gain en capital. C'est pas mal le mix qu'on a utilisé. Donc, récupération annuelle était de 6 600. Après 7 ans, on n'avait pas totalement récupéré l'IMR, il en restait pour 30 000. En 2024, le même gain de 1 250 000 nous générait 95 000 d'IMR, mais en raison de l'augmentation du seuil d'exemption, on pouvait récupérer davantage d'IMR. Donc, 7 556, ce qui nous amène à un IMR non récupéré de 43 000 après 7 ans. Bon, si on fait abstraction de différentes inflations, différentes indexations. Depuis le 25 juin, évidemment, on l'a montré tantôt, l'IMR est passé à 70 295 $. Par conséquent, l'IMR non récupéré après 7 ans a diminué, hein, évidemment. Donc, on a moins d'IMR à récupérer. On en perd un petit peu moins, soit 17 000 $ après 7 ans. Dans la partie du bas, c'est le même calcul qu'on a effectué, c'est la même dynamique qui se passe, sauf qu'on a utilisé un revenu de 75 000 $ plutôt que 50 000 $. Mais vous voyez, c'est la même tendance qui s'est poursuivie, à savoir qu'on perd moins d'IMR, ou du moins on le récupère plus rapidement. Vous voyez qu'on passe d'une période de récupération de 6 ans à 4 ans et demi. C'est la même mécanique qui s'est passée. On a comparé, on fait un petit pas de côté, plutôt que de prendre 1 250 000, on a utilisé les vrais seuils de DGC, hein, pour faire des comparaisons. Donc, vous voyez qu'on est passé d'un IMR de 45 000 $ avec une DGC de 1 16 000 avec une récupération sur 6 ans, à un IMR de 70 000 $ qui n'est pas totalement récupéré. Bien, évidemment, là, vous allez me dire, par contre, j'ai davantage de capital au travail parce que j'ai une DGC qui est plus importante. Donc, est-ce que de comparer les mêmes revenus, c'est logique, cohérent? Peut-être pas. Parce qu'on va avoir davantage de capital au travail, peut-être que le 7 556 $ de récupération va être plus élevé. Hein, peut-être que le revenu ne sera pas de 50 000, va être de 60, 70 000, 80 000 $. Donc, possiblement, on va peut-être avoir une récupération plus facile. Petit tableau récapitulatif pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Donc, quel était le montant d'IMR en fonction de chacun des seuils de DGC? Comme je vous l'ai mentionné, dans la dernière année, ça a brassé pas mal. Donc, c'est pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Donc, on est passé de 62,5 l'an passé à 45 000 en début d'année jusqu'au 24 juin. Et depuis le 25 juin, on a un IMR de 70 000 $ sur une DGC de 1,25 million. On regarde ici, au niveau de la récupération. On a parlé de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital, qui est passé de 50 % à 2/3, si on fait abstraction du seuil. Donc, ici, on en a tenu compte du seuil, par contre. Ici, on en a tenu compte. On vous dit, on a un gain en capital de 500 000 $ qui est réalisé avant ou après le 25 juin. Qu'est-ce qui se passe si, en plus de ce gain-là, j'ai 200 000 $ de salaire? C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, à gauche, c'est en début d'année, et depuis le 25 juin, à la droite. Vous remarquerez en jaune en bas
qu'en raison de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital, un des bons côtés de tout ça, c'est que la récupération est facilitée. Vous voyez, au fédéral, on passe, par exemple, dans cet exemple-ci, d'une récupération de 15 000 d'IMR à une récupération de presque 29 000. C'est un des côtés positifs de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital. Au Québec, le même phénomène se produit. Vous voyez, on a presque 4 700 $ à la gauche, et depuis le 25 juin, augmentation du taux d'inclusion, on est rendu à 15 395. Donc, le même phénomène, la même dynamique se produit au fédéral et au Québec. Les dons de bienfaisance. Je vais essayer de vous vulgariser ça le plus simplement possible. Paul Gauthier a donné une excellente conférence à ce sujet-là ce matin, elle en a parlé. On a des conclusions similaires, mais on a juste une approche différente. Mais les conclusions sont similaires. Quelle est la conclusion à retenir? Un don en soi ne créera pas d'IMR. Okay? Il y a des représentations qui ont été effectuées l'an passé suite à la refonte. C'était 50 du crédit pour don qui était refusé. Maintenant, c'est 80 qui est accepté plutôt. Donc, c'est 80 qui est accepté, 20 qui est refusé. Donc, il faut se rappeler qu'un don en soi ne créera pas d'IMR. Qu'est-ce qui va créer de l'IMR? C'est les revenus qui sont assujettis, sur lesquels sont appliqués les crédits pour don de bienfaisance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer de vous faciliter la vie. Ce que vous voyez à la gauche, c'est le taux de crédit d'impôt au fédéral et à droite, c'est au Québec, les deux colonnes, en taux standard et en IMR. Donc, au fédéral, vous avez un taux de 27,56 après abattement de crédit d'impôt. En IMR, c'est 16,9. Au Québec, c'est 25,75. En IMR, c'est 14,9. Donc là, on vous dit, pour un même revenu, je diminue votre facture fiscale en impôt standard de 27 ou 25 %, tandis qu'en IMR, je vous la réduis de 15 ou 16. Donc, vous voyez que votre facture fiscale diminue moins vite en IMR. Donc, il faut le penser à l'envers. Donc, ma facture fiscale en IMR baisse moins vite en raison de mon taux de crédit de don de bienfaisance. Par conséquent, quels sont les revenus sur lesquels je vais appliquer ce crédit pour don? Est-ce que c'est du gain en capital, du revenu ou du dividende, par exemple? Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a 500 000 de salaire avec un don de titre coté en bourse de 250 000 qui ont un PBR de 50 000. Vous remarquerez tout en bas qu'il n'y a pas d'IMR. Vous regarderez le calcul en détail à la maison, mais en bas, il n'y a pas d'IMR. Donc, dans cette situation-ci, il n'y a pas d'IMR. Si, plutôt que d'avoir un salaire, j'ai du gain en capital, donc j'ai toujours 500 000, mais au lieu d'avoir un salaire, c'est un gain en capital. Vous remarquerez que là, on a de l'IMR. Ce n'est pas le don qui a créé de l'IMR. C'est le fait qu'on a combiné un gain en capital avec un don. Le don en soi, tantôt, avec du salaire, ne crée rien. Si on continue, si on fait un don de titres de société privée, parce que là, c'était des dons de titres cotés en bourse, si on fait des dons de titres de société privée, la mécanique est un petit peu différente. Donc là, vous voyez, je vous amène tout de suite en bas, le taux de crédit en standard, c'est 13,8 selon le taux d'inclusion, 13,8 ou 9, comparé à 4,9 en IMR. Au Québec, vous voyez que le taux d'IMR, le taux de crédit d'IMR, c'est 1,6. Donc, vous comprenez qu'au fin de l'impôt du Québec, un don de bienfaisance ne vous aide pas beaucoup dans votre facture d'IMR. Il ne vous en crée pas, mais il ne vous aide pas beaucoup. Qu'est-ce que ça donne, concrètement? Regardez ici. Un gain capital de 10 millions de dollars sans don, on l'a fait tantôt, hein, ça donne 170 000 à peu près. On l'a mentionné tantôt. Si on ajoute un don de bienfaisance à ça, regardez ce que ça donne. Ça explose littéralement. Donc, si vous avez un gain en capital de 10 millions de dollars et dans la même année, vous faites un don de société privée de 2,5 millions qui n'a pas de PBR, c'est ça que ça vous donne. Vous allez avoir un IMR fédéral de 14 000 ce qui est raisonnable dans les circonstances. On combine à la fois un gain en capital et un crédit pour don de bienfaisance. Mais au Québec, on parle d'une facture d'IMR de 300 000 $. Vous voyez la disparité importante. Et si on fait le parallèle avec l'Ontario, ça veut dire que l'Ontario paye le tiers de ça. Là. Donc, le tiers, c'est à peu près 5 000 $. Donc, un Ontarien va payer 5 000 d'IMR provincial. Un Québécois, c'est 300 000 pour la même situation. Donc, sommairement, je résume, j'essaie de vous simplifier ça le plus possible. Donc, les dons, je vous rappelle, ne créent pas d'IMR en soi. C'est la nature des revenus sur lesquels vous appliquez votre crédit pour don qui va peut-être en créer. Donc, ça, il faut s'en rappeler, c'est important. Et faites attention pour les dons de sociétés privées. Ça peut créer des disparités importantes. Jim? J'allais dire une dernière.
Donc, en conclusion, ce qu'on veut que vous reteniez, bien, je pense que vous avez quand même bien saisi, on a tapé sur le marteau une couple de fois. L'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital fait que, de par soi-même, ça diminue l'effet, dans le fond, au niveau de l'impôt minimum. Il y en a moins d'applicable simplement du fait qu'il y a plus d'impôts réguliers qui est payable. On l'a dit, dans le fond, avec le changement qui a été fait cette année en 2024 au niveau là, du taux de crédit pour don de bienfaisance aux fins de l'impôt minimum, ça ne générera plus d'impôt minimum en soi, comme disait Jonathan, mais par contre, ça peut avoir un certain effet au niveau de ce que ça donne quand l'impôt minimum s'applique au niveau du crédit pour don. Au niveau des problématiques, ce qu'on veut retenir, bien, c'est les fiducies. Vous l'avez vu, dans le fond, au niveau des fiducies, il y a clairement un problème de par l'absence de seuil d'exemption dont les particuliers bénéficient. Donc, au niveau des fiducies, ça va être très facile de tomber assujetti à l'impôt minimum avec possiblement peu ou pas de possibilité de récupérer cet impôt minimum-là. Donc, ça devient un impôt permanent. Et l'autre élément, bien, vous voyez, dans le fond, le Québec, on est clairement désavantagé par rapport à l'Ontario, là, compte tenu du régime distinct, là, puis le fait que le taux d'impôt applicable à l'impôt minimum est beaucoup plus élevé que ce qu'on voit, par exemple, en Ontario. Donc, merci beaucoup.